Ce soir, nous allons évoquer deux sujets avec notre invité. Le Bénin, la présidentielle, la caution pour être candidat portée à 250 millions de francs CFA. Et puis nous parlerons également du Ghana. Le gouvernement refuse et ne légalisera pas le mariage homosexuel. Nous évoquons pour évoquer ces deux sujets Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samuel Niaoui. Les candidats désireux de briguer la haute magistrature au Bénin vont devoir s'acquitter de la somme faramineuse de 250 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA les années passées, selon une proposition de réforme du code électoral à la prochaine élection présidentielle. La proposition fait couler beaucoup d'encre et de salive au Bénin. Mais pour le gouvernement, cette proposition se justifie dans la mesure où plusieurs candidats fantaisistes se déclarent pour la présidentielle de 2016, qui a vu la victoire de Patrice Talon. On a noté pas moins de 33 candidatures, un record dans ce pays. Maître Sosa, est-ce que déjà cette mesure est la bonne si on entend limiter les candidatures fantaisistes? Bien, la question est de savoir pourquoi on devrait limiter les candidatures. Vous avez dit tout à l'heure, il y a trop de candidatures fantaisistes. Donc, en fin de compte, c'est vrai, tout individu, je veux dire tout citoyen, qui se découvre des ambitions présidentielles n'a littéralement aucun obstacle. Il se déclare et bon, ça émiette l'électorat. Et tout ça crée, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais un sacré bazar dans le jeu démocratique. Et ce n'est pas tout à fait sain. Et il est bon peut-être de mettre quelques freins et que ce soit censitaire. Ce n'est pas plus mal. Il faut bien trouver un moyen de limiter l'accès à la magistrature suprême. Et on l'a toujours vérifié, c'est toujours une question d'argent. Il faut avoir les moyens de la campagne. Le financement, ça pose la question du financement de la vie politique. Vous voyez, bon, dans des pays qui sont des démocraties plus attestées que les nôtres, on rembourse les frais de campagne si vous arrivez à un certain seuil du suffrage. Si vous faites 5% en France, on vous remboursera l'intégralité de vos frais de campagne. Si vous faites moins, vous y allez de vos propres deniers. Bon. La question que vous posez au Bénin, oui, de passer de 15 millions à 250 millions, c'est beaucoup et en même temps pas grand-chose. Parce que ça permettra justement de réorganiser la vie politique. Je suis totalement partisan parce que, vous voyez, quelqu'un qui veut devenir président de la République ne devrait pas s'endetter et mettre en jeu son patrimoine. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir trouver des alliés sur la scène politique, dans la population, dans le parti, qui vous aident. Dans tous les pays, aux États-Unis, dans les grandes démocraties, quand il y a des élections présidentielles, quand vous voulez vous présenter, d'abord, il n'y a que deux partis. À l'intérieur des partis, on fait des primaires. Donc, il y a un écrémage considérable. Et un écrémage aussi bien par l'argent que par la qualité des candidats. Parce que vous devez d'abord démontrer au sein de votre famille politique que vous êtes le plus capable de représenter les valeurs de cette famille politique. Vous dépensez beaucoup d'argent pour le faire, mais ce n'est pas nécessairement votre patrimoine. Trump n'a pas gagné les élections parce qu'il est milliardaire. Non. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les fundraising. Vous demandez de l'argent à des gens. Vous, moi, on peut dire, tiens, pour ce candidat, je vais donner $5. Et comme l'électorat est vaste, avec $5 en $5, on arrive facilement aux 250 millions dont on a besoin. Donc vous comprenez que ça rendra les choses un peu plus sérieuses et effectivement, ça invitera peut-être aussi les candidats à aller un peu plus vers les électeurs avant. C'est-à-dire, chez nous, c'est devenu quasiment le contraire. Quand vous voulez être candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle, c'est vous qui donnez de l'argent pour vous faire élire. Il faut que cette tendance-là s'inverse. De façon à ce qu'on ait une démocratie totalement assainie et que les gens ne soient pas enrichis par les élections, mais que, justement, dès qu'ils sont désireux de faire campagne électorale pour devenir président, ils demandent
à être aidés par ceux qui vont les soutenir, dont ils s'assurent le suffrage, comme ça. Parce que si je vous aide à réunir les 250 millions, c'est qu'au moins je suis sûr que je voterai pour vous. Bon, ça permet au moins d'avoir une tendance. Mais là, dans le cas béninois, par exemple, où on fait passer ce montant de 15 à 250 millions, est-ce qu'on n'est pas en train de décréter de facto que la présidence, c'est pour les nantis, c'est pour les plus riches? C'est bien ce que je viens de dire. Ce n'est pas pour les nantis, ce n'est pas pour les plus riches. Ça permettra... Vous savez, nous avons des partis politiques complètement prolétaires. C'est-à-dire, vous, moi... Ben, on décrète qu'on veut former un parti politique et on a comme membres du parti les cousins, les oncles, les tantes et les amis du village. Et puis, bon, comme on a le droit de se présenter, on devient candidat à l'élection présidentielle. Et ça fait un sacré foutoir. À la fin, on ne sait plus. Bon, avec des élections à un tour la plupart du temps, ça crée parfois des situations totalement contre-productives pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle, oui, cette façon-là d'organiser les choses va permettre aux partis de trouver au sein de leur vivier électoral les moyens de financer la campagne de leur poulain. Donc, en fin de compte, vous êtes sponsorisé par un parti. Et on ne vous demande pas d'aller vendre votre maison, la maison de votre mère, pour devenir candidat à l'élection présidentielle. C'est pas de ça l'idée. Mais là, Patrice Talon, par exemple, il n'avait pas de parti quand il est devenu président. Patrice Talon était déjà multimilliardaire et à 15 millions, c'était c'est l'argent de poche de la semaine. Alors, pour lui, c'est facile. C'est peut-être une manière de dire, oui, cette affaire, ça concerne nous, les riches, en fait. Est-ce que c'est pas l'image qu'on renvoie à ça? Non, ça, c'est une grande caricature. Au-delà de tout, même quand on a une pléthore de candidatures, le peuple sait faire la part des choses. Mais il le fait comment? Quand vous avez 33 candidats à financer, vous le faites comment? Non, s'il reste à la fin des débats 2-3 candidats de grande valeur, on peut déjà commencer à les aider. Et oui, par exemple, dans mon quartier, des gens s'échinent et donnent 10 000... de 10 000 en 10 000, on atteint rapidement les millions qu'il faut. Non, je crois que il faut pas s'affoler de la chose. Le montant est peut-être faramineux, mais il n'est pas hors de portée. Vous avez vu, lors des campagnes présidentielles béninoises de l'année dernière, de 2016, 2016, il y a déjà 2 ans, le candidat Zinsou, il a dû s'endetter, il a dû demander un prêt à un homme d'affaires burkinabé. À quoi il a dépensé tous ces milliards? 15 milliards. Plus de 15 milliards pour faire la campagne présidentielle. Donc vous voyez que l'argent est déjà là. Vous voyez? Donc en fin de compte, la répartition et l'élimination se fait déjà par l'argent depuis très longtemps. Donc c'est pas nouveau. Et une façon d'organiser la chose est aussi de dire très bien, n'importe quel zouave, pardonnez-moi de dire ça comme ça, va pas se décréter candidat chaque matin et finalement parce qu'il faut les prendre tous. Dès lors qu'ils remplissent les conditions légales, alors après l'électorat ne sait plus s'y retrouver. Non, il s'agit d'affaires sérieuses. La légitimité par l'élection, c'est sérieux. On a quand même, par exemple, dans un pays, il peut y avoir des gens qui ont de belles idées, qui mais peuvent pas beaucoup d'argent. Développer leur pays, mais n'ont pas les moyens. Mais oui, mais attendez. Là, on met toutes ces personnes out et peut-être on prend les grands hommes d'affaires qui n'ont rien à proposer, mais parce qu'ils ont des milliards dans les comptes. Non, si vous avez de très belles idées, vous pouvez les présenter d'abord à des gens qui ont de l'argent pour qu'ils vous sponsorisent. On va dire oui, mais ça fait du clientélisme. Mais la démocratie électorale, elle a toujours été clientéliste. Toujours. Oui, mais nous avons copié, par exemple, nos modèles de constitution ou autres de la France. On ne paye rien en France pour être candidat. Pardon? Si, vous payez. Mais en France, quand vous dépensez de l'argent, vous dépensez de l'argent. De 500 mairies, on peut se présenter. Et donc là, on a une façon d'éliminer peut-être ceux qui ne représentent rien. Pourquoi la logique de parrainage? Ah oui, d'accord. Ça, c'est une autre façon de voir la chose, c'est une autre méthode. Mais pardonnez-moi de dire ça comme ça. Vous pensez que M. Macron, que ses revenus d'anciens ministres et de banquiers? Non, on est d'accord. Bon, donc il est évident qu'il y a à l'œuvre
toute une méga structure économique derrière chaque candidat. Eh bien, qu'on mette à l'œuvre les choses de façon claire pour que la méga structure économique supporte le candidat. Quand le candidat gagne, ben, on sait que c'est le candidat de tel groupe, etc. Mais comme ça, au moins, le jeu est clair. On ne va pas dire à chaque fois, ben oui, alors, aux États-Unis, on dit tout le temps, oui, il y a du favoritisme, il y a des prises illégales d'intérêt, etc., parce que telle entreprise a aidé telle à se faire élire. Mais on le voit quand vous donnez pour une campagne électorale, certaines entreprises donnent même aux deux. Comme ça, au moins, ils ne sont pas suspects de partisanisme. Vous voyez ? Donc, oui, c'est une façon d'assainir le jeu démocratique. Alors, on sait que Patrice Talon, il est accusé quand même depuis un moment de chercher à éliminer un certain nombre de personnes qui pourraient constituer des obstacles à son second éventuel mandat qu'il pourrait solliciter en 2021. Dites-moi, parmi les poids lourds de la vie politique béninoise, donnez-moi le nom d'un seul qui ne peut pas réunir les 250 millions. Non, c'est-à-dire, il a quand même cherché. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi un moyen pour lui de s'assurer, qu'il y en a au moins qui vont être hors du jeu? Mais qui ? Mais non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Allons sur le terrain, regardons les choses en face. Vous pensez que un Sébastien Diavon est à 250 millions près? Non. Et un Sébastien Diavon est capable de supporter un autre candidat en lui donnant 100 millions par-ci, 250 millions par-là, si c'est nécessaire. S'il faut ça pour battre Talon, ils le feront. Donc non, ne mettons pas tout ce débat au strict niveau du porte-monnaie. Donc ça ne règle pas en fait la question de la pléthore de candidatures. Ah si, quand même si, parce que s'il y en a 4 qui sont capables de réunir les 250 millions, parce qu'ils vont aller racler les fonds chez les autres, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, s'ils sont riches à millions et qu'ils peuvent tout seuls aller à leur banque et retirer 250 millions, tant mieux pour eux. S'ils peuvent vendre leur maison et appauvrir leur famille, tant mieux pour eux aussi, s'ils sont élus présidents. Et on a l'impression qu'ils vont se rembourser. Bon, d'accord. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Écoutez, je dis que la légitimité électorale, elle a un prix. Et ça ne doit pas être à la portée de n'importe qui. Voilà. On a trop fait le jeu de mettre les choses entre les mains de n'importe qui. Et vous avez vu, le débat est un brouhaha total. Et chacun vient, se présente. Il a un programme qui est lisse comme cette table. Mais bon, voilà. Ou bien quand il a une aspérité, c'est pour insulter les gens. Non, on parle là de faire élire des gens qui vont diriger un pays, qui vont prendre en main la destinée d'une nation. Donc, il faut que ce soit des gens capables aussi de gérer et des gens capables de trouver de l'argent pour eux-mêmes d'abord, pour être capables d'imaginer comment trouver de l'argent pour le pays. Ça aussi, ça fait partie du génie politique et je pense qu'il est souhaitable qu'un homme politique sache en démontrer un peu avant de se faire élire. D'accord, on va évoquer maintenant le second sujet. Ce soir, c'est le Ghana. Le débat sur l'éventualité d'une légalisation de l'homosexualité est clos avec la sortie du président Nana Akufo-Addo qui a déclaré que le gouvernement n'a aucune autorité pour légaliser le mariage homosexuel au Ghana et qu'il ne cherchera pas à plaider en faveur d'un tel concept. Le président ghanéen s'exprimait lors du synode 2018 de l'Église évangélique mondiale sur le thème « Disciples efficaces, la croix et notre engagement ». Akufo se prononcer sur la question. Je reprends les mots du président. Il dit « Laissez-moi vous assurer que ce gouvernement n'a pas l'intention de modifier la loi sur le mariage entre personnes de même sexe. Nous n'avons aucune autorité, nous ne ferons aucun plaidoyer pour la légaliser. » Le président a clos le débat. Absolument. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a quand même une frange de personnes qui ont une certaine orientation sexuelle et qui voudraient l'avoir légalisé par la loi. Bien. Vous dites une certaine orientation sexuelle, d'accord? Alors, si mon voisin est zoophile, il faut que j'interpelle le député de la circonscription pour qu'il aille présenter un test pour que la zoophilie soit légalisée parce qu'il faut écouter les penchants et les tendances sexuelles de tous les citoyens, n'est-ce pas? Non, écoutez, cette affaire, je crois que elle ne devrait pas faire débat dans nos sociétés. La société africaine, enfin, il n'y a pas une unicité homogène
de la société africaine. Bon, elle a des nuances, elle a des particularités que je respecte par ailleurs. Mais quand même, ce débat, je crois, il nous est un peu imposé par nos maîtres à penser. L'Occident. Si il faut que, à toute force, l'Afrique aucune espèce de possibilité de débat. Tout ce qui vient de l'Occident, alors un jour l'Afrique disparaîtra. Peut-être pas géophysiquement, mais elle disparaîtra parce qu'il n'y aura plus d'identité africaine à quoi que ce soit. Et je ne dis pas... Parce que, vous savez, on a très vite fait l'amalgame et le procès en homophobie. Dès qu'on parle de ce sujet avec une retenue et un souci de nuance. Je m'explique. Le débat a eu lieu lorsque le président Obama était au Sénégal et il a vertement interpellé le président Macky Sall qui lui a dit non, la société sénégalaise n'acceptera pas le mariage homosexuel et ne légalisera pas l'homosexualité. Vous êtes, vous, aux États-Unis, partisans encore de la peine de mort, vous l'appliquez chez vous. Nous, au Sénégal, nous ne le faisons pas. Donc, nous sommes renvoyés dos à dos sur le terrain de la modernité. Et dès lors qu'en Afrique, on dit non, ce n'est pas dans nos cultures, ce n'est pas valable dans les valeurs qui nous fondent comme, en tant que société, on vient dire, mais non, mais vous êtes arriérés, vous n'êtes pas dans la modernité, parce qu'il y aurait une forme de modernité à épouser dardard le schéma social de la légalisation de l'homosexualité et le mariage homosexuel qui en est aujourd'hui, on va dire, la conséquence quasi automatique. Non, ce n'est pas comme cela que les choses doivent se vivre. Nous sommes des sociétés africaines. Vous voyez, de la même façon qu'on condamne la polygamie, on valide le mariage homosexuel. Dans nos communautés et dans la loi togolaise, par exemple, le régime matrimonial togolais admet le mariage polygamique. Bon, c'est une spécificité togolaise, de la loi togolaise, qui témoigne de la préoccupation du législateur à prendre en compte notre particularité sociologique. Voilà. Mais l'homosexualité n'est pas, en tout cas, communément admise dans nos mœurs et dans nos communautés. Et nous sommes assez voisins et très cousins des Ghanéens. Donc, ce qui est valable au Ghana l'est un peu chez nous aussi. Il faut rappeler que le ministre togolais de la Justice avait déjà tenu ces mêmes propos quand il était à l'examen périodique universel. Il a dit clairement que la culture togolaise, à l'heure actuelle, n'accepte pas ce genre d'union. Oui, et le jour où ça adviendra, il ne faudra pas nous forcer à considérer que c'est nécessairement un progrès. Mais alors, que fait-on de toutes ces personnes qui ont des tendances sexuelles qu'elles décrivent pour elles-mêmes comme normales et qui sont stigmatisées aussi? Mais écoutez, stigmatisées ou quoi, comment... non, vous savez, la loi pénale togolaise considère qu'il n'y a pas de consentement à une relation sexuelle en dessous de 14 ans. Bon. Si quelqu'un a des tendances pédophiliques qui le portent à aimer pratiquer sa sexualité qu'en dessous de cet âge légal, mais il tombe sous le coup de la loi. Mais pour l'instant, on considère que dans nos mœurs, que vous ayez cette tendance, c'est peut-être une particularité qui vous caractérise. Mais il ne faut pas que d'office, enfin, vous ayez une prise en charge législative particulière parce que vous êtes comme ça et il faut vous accepter comme ça. Mais ça reste une marginalité. N'est-ce pas ça aussi la liberté?
Mais pour l'instant, personne n'a rien refusé à personne. Je pense pas. Au Togo, l'homosexualité n'est pas criminalisée. Non, attention, elle n'est pas stigmatisée par la loi. On peut voir un jeune homme et une jeune dame se balader bras dessus, bras dessous, ça ne choque personne. On voit des jeunes gens, mais oui, on voit s'embrasser dans la rue. On risquerait de leur jeter des pierres. Écoutez, vous avez des exemples au Togo? Non, pas du tout, mais voilà. On le voit dans d'autres pays. Ça s'est passé il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, où 2 jeunes hommes s'embrassaient dans un taxi. Le taximan s'est arrêté, il les a débarqués, la foule les a littéralement lynchés. Donc, vous voyez que le sujet est sensible, sociologiquement. D'accord? Bon, il appartient aussi aux législateurs de savoir comprendre, interpréter et parfois aussi éduquer les populations. Comprendre, interpréter et éduquer les mentalités. Donc, les lyncher n'est pas du tout quelque chose de souhaitable. Il faut même le réprouver, absolument. Mais dire que il faut pousser jusqu'à admettre dans notre dispositif légal le mariage homosexuel, ça fait débat. Vous avez vu ce que ça fait en France? Ça n'a pas été évident. L'homosexualité en Occident aussi, pendant longtemps, était criminalisée. Un immense auteur comme Oscar Wilde a été emprisonné pour homosexualité. Baudelaire, qui est un grand poète, un auteur majeur de la littérature française, a aussi été poursuivi en justice pour ses tendances homosexuelles. Donc c'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas, voyez, parce que maintenant nous sommes au 21e siècle, donc c'était vraiment 2 siècles avant ce dont je parle. Aujourd'hui, il faut sans délai et à toute force embrasser cette tendance parce qu'elle nous vient de l'Occident. Je dis, sachons résister un peu au vent mauvais de l'Occident. Je le dis en assumant complètement ma parole publique et personnelle, mais tout ce qui nous vient de l'Occident n'est pas absolument sain et qu'il ne faut pas tout prendre a priori. Le président ghanéen a semblé un peu clos le débat, mais est-ce que c'est à lui qu'il appartient de clore ce débat? Ce n'est pas un débat qui doit être plus porté vers la société ghanéenne? Il a dit le gouvernement n'a aucune compétence. Donc il n'a pas dit qu'il a clos le débat. Son gouvernement n'a aucune compétence. Ce débat doit avoir lieu dans la société ghanéenne et éventuellement porté devant la représentation nationale, mais pas en tant que chef de l'exécutif. Il ne se reconnaît pas de compétence pour le faire. Je l'approuve complètement. Et puis, les sociétés africaines, il y en a quand même aujourd'hui dans un certain nombre de pays où c'est légalisé. L'Afrique du Sud, par exemple, a légalisé. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont valables en Afrique du Sud et qui ne le sont pas au Togo, au Cameroun et en Gambie. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des pays africains qui le font que toute l'Afrique doit le faire. J'ai dit que l'Afrique n'était pas une unicité homogène. La société sud-africaine, vous savez, elle a connu beaucoup de tribulations. Elle a varié énormément, mais en très peu de temps. Dans ces substrats fondateurs. Donc non, je pense qu'il faut savoir évaluer ces choses à l'aune du temps et de l'évolution de la société elle-même. Voilà. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. Oui. Nous allons observer maintenant la pause. Après le journal, on va retrouver les invités pour Regard croisé.